Donc en premier, on aura Monsieur Dubois en tant qu'ancien massette, puis une autre ancienne massette, Sophie Rimbert. Place ensuite aux IRHPM avec Monsieur Palot et Madame Morichon. Excusez-moi si elle est là, je suis désolée. Et enfin, on termine par Kevin Rabian qui a fait un grand chelem, c'est-à-dire la licence BHTS, puis il a suivi 2 masters, l'IMRT et Feufi. Tu vas trop vite. Donc l'ADIS, qui nous sommes. Donc je pense que vous commencez à un petit peu avoir une idée si vous êtes présents aujourd'hui ici. Donc l'ADIS, c'est l'association amiénoise des étudiants en ingénierie de la santé. Attends, je vais le faire. Donc elle est ouverte à tous les étudiants du 2IS. C'est-à-dire que vous soyez licence BHTS, SSE ou master Massette, Feufi, IRHPM, IMRT, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous allez me dire, IMRT, c'est bizarre, c'est fac de pharma. Effectivement, mais la majorité vient de licence BHTS. Donc on estime qu'on n'enlève pas les gens parce que ça y est, ils ne sont plus chez nous. On vous accueille avec plaisir, évidemment. Donc au niveau des actions, au lieu de vous parler longtemps de tout ce que l'on peut faire, on a fait un petit film que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, l'asso a 2 ans. Et ouais. Donc l'ADIS, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 ans, on a eu une idée un peu folle. C'était de créer une asso, parce qu'on était tous dans la même institut et personne ne se connaissait. Et donc, le 21 novembre, l'ADIS est née, on a eu tous les petits papiers, etc. On a créé le logo, sa mascotte, et on est parti. Donc l'ADIS, c'est de l'événementiel. Vous avez pu être conviés à différentes soirées, tout ce qui était soirée Halloween, qui est passé il y a 1 mois environ. Donc vous pouvez voir les différents événements. On a fait ensuite la 2e soirée Halloween pour notre anniversaire. Après, tous les premières semaines du mois, vous pouvez venir nous voir pour tout ce qui est collation. Donc on vient vous faire des petits crêpes, etc. Et ça nous permet de financer des actions comme aujourd'hui notamment. Et c'est évidemment tout ce qui est prévention. Donc vous pouvez nous voir sur les stands d'Octobre Rose, sur les stands du Téléthon. Vous pouvez venir nous filer un coup de main aussi, il n'y a pas de souci. Après, il y a évidemment le don du sang. Donc ça, on est avec d'autres associations, la Corpo Pharma, la Corpo Médecine. Et souvent, c'est aussi dans ce hall-là, vous pouvez venir donner votre sang régulièrement. Après, tout ce qui est insertion professionnelle, il y a des soirées comme aujourd'hui. Vous êtes ici, c'est pas pour rien. On aide aussi à différentes actions comme le forum de l'étudiant, tout ce qui est rencontre étudiante que M. Stéphane Blanchard avait organisé il y a 2 ans maintenant. Et on fait aussi tout ce qui est rencontre avec les laboratoires de santé. Donc évidemment, c'est de la pédagogie. On a mis en place avec le 2IS tout ce qui était tutorat. On aide aussi les licences qui arrivent pour faire tout ce qui est visite des locaux parce que c'est un peu compliqué, on est dans différents pôles. Et c'est tout ce qui est ouverture au monde. L'année dernière, on est parti en Angleterre. Et cette année, on vous réserve une autre surprise. Hein? Non, je le dis après. Oui, c'est vrai. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est rejoignez-nous parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, comme vous avez pu le voir dans le film, on a 4 axes d'action. Donc, le premier, c'est tout ce qui est pédagogie. Je pense que vous avez à peu près compris. S'il y a des questions, surtout au niveau du buffet, n'hésitez pas à venir nous parler aux membres de l'asso. Donc, ils sont là. Les membres de CA, vous pouvez les applaudir parce qu'ils font un travail incroyable. Ensuite, on a tout ce qui est axe professionnel. Donc, ça, je vais vous expliquer après plus en détail. Tout ce qui est caritatif et enfin, l'événementiel. Donc voilà, nous, au niveau de... Ok. Donc dans la vidéo, on vous a parlé de surprises. Les surprises, c'est notamment aujourd'hui. On vous en fait aussi une deuxième puisqu'on a l'édition numéro 2 le 9 février 2018. Écrivez-le tout de suite dans vos tablettes parce qu'on va le réitérer avec d'autres intervenants. Le but est d'avoir un retour d'expérience sur les formations parce que vous engagez dans des études plutôt longues. Vous partez pour 5 ans, voire 8. Et le but, c'est aussi de savoir quels sont les différents débouchés. Vous faites une licence, vous faites un master, pourquoi? Quels sont les métiers qui sont accessibles après ces études? Next.
Ensuite, pour la première fois de l'année, on va mettre en place un Job Challenge Training. C'est-à-dire que ça va être ouvert aux licences et aux masters, donc licence 3 uniquement. Désolé pour les loulous de licence 2, on verra comment ça fonctionne l'année prochaine. Donc dans la matinée, il y aura des stands pour apprendre à comment faire un CV, une lettre de motivation, comment se comporter en entretien d'embauche. Et l'après-midi, on fait venir des entreprises et c'est à vous de jouer. Donc le but, c'est de réussir à trouver un stage notamment, parce que les licences 3, vous avez un stage, les masters, vous avez un stage aussi. Par contre, effectivement, je me suis trompée dans la date. La date, c'est le 17 janvier, donc c'est un mercredi, excusez-moi, c'est pas novembre. Et c'est évidemment 2018, parce que sinon on sera un peu en retard. Next. Donc après, on organise aussi l'année dernière, pour ceux qui étaient déjà parmi nous, la rencontre avec les laboratoires de santé. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants en L2BH notamment, qui ne connaissaient pas tous les labos présents au niveau de l'UPJV. Donc ça permet, sur le temps d'une après-midi, pour vous de rencontrer ces laboratoires et les laboratoires de se faire connaître auprès des étudiants. Et même, pourquoi pas, de trouver un stage. L'année dernière, on a 6 étudiants qui, par ce biais-là, ont trouvé leur stage de fin d'année. Et donc, la dernière grosse surprise, ça y est, vous savez où c'est maintenant. Cette année, on part à Heidelberg. Donc, Heidelberg, c'est en Allemagne. Vous allez me dire, ouais, ça donne peut-être moins envie que Londres. Oui, mais Heidelberg est super connu par rapport à tout ce qui est santé. Donc si vous êtes au 2IS, c'est parce que la santé vous intéresse, j'espère, sinon vous êtes trompé de filière. Je ne veux pas stresser certaines personnes, mais... Donc à Heidelberg, c'est, du moins au niveau européen, c'est très reconnu pour sa faculté de santé, tout ce qui est recherche au niveau des labos. Et il y aura une exposition mondiale par rapport à des... Je n'ai pas retenu le nom parce que l'allemand et moi... Vas-y, je te laisse le dire. La plastinification, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais ça consiste en la conservation des corps humains. Et donc on verra des volontaires, c'est en fait plastinifié, je précise, c'est des volontaires qui ont donné leur corps à la science. Ils étaient morts. Oui, voilà. Et nous verrons différents aspects de l'être humain par cette méthode de plastinification qui a été créée il y a 20 ans. Je crois, à Heidelberg. Donc c'est une exposition mondiale. On a eu la chance de le voir à New York, de le voir à Tokyo, mais c'est pas passé en France. Par contre, ça reste pendant 1 an à Heidelberg parce que la personne à l'initiative de cette exposition est d'Heidelberg. Donc elle a dit, moi, je veux bien qu'on la mette partout, mais on la laisse 1 an chez nous. Du coup, ça vient pas à Paris. Donc du coup, nous, on se déplace là-bas. OK ? Next. Donc je vous laisserai aller voir sur le site de l'ADIS. L'ADIS, si vous êtes membre, donc vous avez accès à différents partenariats au niveau nourriture, au niveau tout ce qui est impression de dossier, parce qu'à la fin de l'année, vous savez ce stage là où il faut faire un rapport, tout ça. Donc je vous laisserai aller voir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, l'ADIS, c'est vraiment une asso où si le bureau était seul, ça ne fonctionnerait pas. Ça fonctionne parce qu'on a une cohésion et ils étaient là dès 16h pour mettre tout ça en place. On ne dirait pas, mais ça prend du temps. Donc merci à vous tous. Toutes. Et voilà, donc au niveau tout ce qui est réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre, on a évidemment Facebook, on parle beaucoup par Facebook. Tout ce qui est communication passe par ce réseau-là. On a également un Instagram. On a un site internet qui, cette année, est vraiment très riche en informations. Si vous voulez aussi avoir des bons plans pour faire des économies en tant qu'étudiant, franchement, allez-y. Dès qu'on trouve quelque chose, on a Kevin qui agrémente le site régulièrement. Vous avez aussi tout ce qui est événements, les photographies de retour d'événements sont aussi dessus. Et on a la chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver la vidéo qu'on vous a montrée et également les vidéos qu'on prend aujourd'hui pour que les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir ce soir puissent revoir les interventions des extérieurs. Et même si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note quelque chose qui vous intéressait, vous pouvez revoir. Donc maintenant, je laisse la place, next, parce que du coup, ça a changé, next encore, à Romain Dubois. Donc merci à lui d'avoir fait le déplacement. Bonsoir à tous. Bon, le déplacement n'est pas très long, j'habite à une trentaine de kilomètres d'ici. Je ne suis pas habitué à parler devant autant de monde, donc... je ne maîtrise pas la communication comme votre présidente. On m'a demandé d'intervenir pour faire un retour d'expérience.
c'est vrai que quand je vois l'ensemble des sigles qu'il y a là, j'ai rien compris. Moi, je suis de l'autre siècle, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac en 1994. J'ai fait un DUT de biologie appliquée en 96. Je suis rentré ici en 96 et à l'époque ça s'appelait la MST, donc maîtrise de sciences et techniques, hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc c'était bac plus 4, donc jusqu'en 98, oui, jusqu'en 98. Et ensuite j'ai fait un DESS en environnement, puisque à l'époque il y avait beaucoup d'offres d'emploi qui étaient hygiène, conditions de travail et environnement. Là, j'ai pas. Encore plus fort, d'accord. Surtout faites des signes, si vous n'entendez pas dans le fond, c'est pas grave, on va comprendre qu'il faut parler. Ok, je vais forcer la voix. Donc j'ai fait un DESS en environnement ensuite. Et j'ai trouvé du travail très rapidement suite à mon stage. J'ai travaillé à la MSA, donc mon stage je l'ai fait à la MSA, qui est la Mutualité Sociale Agricole. C'est l'équivalent de la CPAM, enfin tout le monde change de sigle maintenant, mais pour l'agriculture. Et j'ai travaillé sur les conditions atmosphériques dans les élevages de porcs, de volailles en Bretagne. Et du coup, j'ai été embauché à la MSA en Seine-Maritime et j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. J'ai changé aussi d'endroit, j'étais en Aveyron, toujours à la MSA. Et j'avais pas envie de rester salarié, j'ai jamais eu la volonté de rester salarié tout le temps. Donc, je savais pas quoi faire comme entreprise, parce que bon, on peut avoir des idées, mais il faut les mettre en place. Et je me suis rendu compte au cours de mon expérience à la MSA que conseiller sur la prévention, sur les risques, tout ça, c'est bien. Mais si j'arrivais à allier la prévention et le côté technique, ça pouvait être intéressant comme job. Et à l'époque, il y a eu la mise en conformité de toutes les machines, donc toutes les chaînes qui étaient dangereuses pour les mains et tout ça. Les machines, en 98, il y a eu un gros changement et il a fallu les mettre en conformité. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de faire ça. J'ai repris donc une formation très pratico-pratique. J'ai refait un bac pro en électricité. Donc, que j'ai eu, je ne sais même plus en quelle année, en 2003 ou 2004. Et cette idée de monter ma boîte là-dessus m'intéressait beaucoup. Par contre, à l'époque, j'ai un copain aussi qui a monté sa boîte et qui s'est épuisé à courir partout, faire des devis. Et puis une fois que les devis sont... Enfin, quand on a réussi à faire signer un devis, le boulot commence, quoi. Ça m'a fait quand même un peu peur. Je me suis dit, j'ai pas envie, c'était pas tout cuit, hein, ce genre d'entreprise n'existait pas. C'était quand même assez risqué de le faire. Et j'ai attendu un peu, j'étais pas trop à l'aise et j'ai eu un peu peur de le faire. Parce que si on met en conformité une machine et puis qu'il y a quelqu'un qui se blesse derrière, ça peut être quand même très embêtant. Et du coup, j'ai abandonné cette idée-là, mais j'étais un peu frustré quand même. Mais la raison voulait que j'ai pas osé le faire. Peut-être qu'il aurait fallu, hein, mais j'ai pas osé le faire. Mais du coup, je voulais quand même monter mon entreprise et j'ai mon beau-père qui est agriculteur et qui allait prendre sa retraite. Et j'ai complètement bifurqué. Maintenant, je suis encore actuellement agriculteur. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, ça n'a plus rien à voir, mais je reste quand même chef d'entreprise dans l'âme. Et au cours de ça fait 10 ans que je suis agriculteur là dans la Somme. Et je rentre dans les coopératives, je suis administrateur d'une coopérative, je suis administrateur aussi dans notre syndicat départemental. Et ça permet de monter des projets. Et c'est vrai que dans la coopérative laitière, on a monté une laiterie.
Donc, monter une laiterie, une usine, aujourd'hui, bon, on entend beaucoup les usines qui ferment, mais il y a 2 ans, à Rouen, on a monté une usine qui valait une dizaine de millions d'euros, qui est partie de rien. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir monter ces projets. C'est pas moi tout seul, hein, on était une équipe, évidemment, mais c'est quand même très, très intéressant. Et là, actuellement, bah, on est en train de remonter aussi, enfin, il y a une usine qui est en train de se construire à côté de chez nous, pas loin d'Amiens, qui va couper des légumes et des fruits. Et ils nous ont proposé de produire des fruits et des légumes pour eux. Donc, bah, là, il y a un autre projet, on est en train de voir avec une entreprise belge pour adhérer à leur coopérative pour pouvoir produire des légumes et des fruits dans la Somme pour cette usine, entre autres, et aussi pour la grande distribution, et ça dans un délai de 1 an ou 2, quoi. Donc, j'ai carrément changé d'orientation. Je voulais être chef d'entreprise, donc maintenant ça me plaît. J'ai plein de projets, j'ai plusieurs entreprises, donc c'est très intéressant. L'hygiène, la sécurité, c'est vrai que j'en fais plus tous les jours. Enfin, je ne fais plus de conseils. L'année dernière, on a quand même refait une formation sur la sécurité parce que je suis responsable syndical et pour mon canton, on a fait une journée de prévention avec la MSA sur l'utilisation des tronçonneuses. Bon, ça reste quand même un peu ancré, mais j'en fais plus tous les jours. Et des fois même, je me fais mal au dos, des fois je m'écrase un doigt, des fois ça arrive. Je ne suis pas parfait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les exploitations agricoles ont quand même un problème économique. On n'est pas suffisamment rentable. Et c'est vrai que quand on doit aller changer un néon, qu'on a le télescopique dans la cour et on ne va pas aller louer une nacelle, ce qui n'est vraiment pas bien, mais c'est vrai qu'on fait ça tous les jours, et, enfin tous les jours, il nous arrive de monter sur un télescopique, sur une échelle à moitié branlante, ça arrive, on essaye de faire attention, mais... Donc ma femme me dit des fois, tu fais un peu, tout ce que tu as fait avant, ce que tu as conseillé pendant des années. Alors bon, après, je suis pas non plus tête brûlée, je vais pas marcher sur des toits qui risquent de casser, je vais pas, enfin voilà, on essaye, mais ça peut arriver quand même de se... C'est la grosse difficulté entre conseiller et pas être confronté à la réalité économique ou matérielle. Enfin, quand il y a un problème d'électricité puis qu'il faut monter, s'il faut commencer à aller chercher à Abbeville une nacelle et tout ça, on le fait pas, quoi. C'est clair. Donc voilà. Ensuite, bah, là, il y a un autre projet aussi qui, je ne sais pas s'il va voir le jour. Et là, l'assurance, le service prévention de l'assurance nous tarabusque tous les jours pour venir nous voir. C'est sur un méthaniseur. Donc on a un projet de méthaniseur. Donc un méthaniseur, c'est retirer le biogaz de tout ce qui est de la matière qui est organique pour en faire du gaz qui va finir dans le gazoduc de GRDF. Et ça, bah, c'est vrai qu'il y a des risques potentiellement explosifs, faibles mais potentiellement explosifs. Il y a beaucoup d'engrenages, beaucoup de vannes et tout ça. Donc c'est vrai que les services prévention de Groupama nous poussent à fond pour voir en amont l'ensemble des contraintes qu'il peut y avoir, puisque là on est dans les ICPE, enfin on est dans toutes les choses administratives qu'on connaît. Et c'est vrai que quand on a mal installé quelque chose, bon, là le service de l'assurance vient nous voir en nous disant bon, on préfère regarder les plans avant, ce qui a toujours été vrai de toute façon, on préfère regarder les plans avant plutôt que d'être embêté pendant des années après. Voilà, globalement, je sais pas si... Quelqu'un a des questions à poser à M. Dubois, c'est le moment, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fait mon cursus, je pense pas, je dois être le seul exploitant. Beaucoup de massettes qui se
bienvenue en Suisse Exploit agricole. J'avoue que je pense que Madame Moreau sera plus apte que moi à donner les... Non, bah apparemment vous êtes le seul. Vu sa tête, vous êtes le seul. Oui, oui, alors elle connaît peut-être pas tout le monde, mais c'est... Après, bon, l'exploitation agricole, c'est une façon d'être chef d'entreprise. Hein. C'est la base, et puis après, c'est ouvrir sur d'autres perspectives. Pas de questions? Bah, sinon, après, au moment du buffet, Pas de souci. les langues se délient. Ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Eh ben, de rien. Donc je reprends. Donc j'aurais pas la prétention de dire que je vais vous faire un retour d'expérience, puisqu'il y a quelques mois, même quelques semaines, on pourrait compter en semaines, j'étais à votre classe, dans cette fameuse salle d'examen. Donc voilà, je ne vais pas vous parler vraiment d'un retour d'expérience, mais je vais vous expliquer juste mon parcours, qui est mon parcours propre à moi, puisqu'on a chacun le nôtre, et il faut vous dire qu'il n'y a pas un seul parcours il n'y a pas de bon parcours, quoi. Chacun le sien, et le but c'est d'arriver vraiment et d'être bien plus tard, et c'est la seule chose qui compte. Donc, j'ai eu mon bac scientifique. Ensuite, je voulais être vétérinaire. Donc, voilà. Donc, je suis agricultrice aussi. Non, je rigole. C'est une blague. C'est une blague. Je voulais être véto, et donc j'ai fait une première année de prépa. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai quand même validé mon année, je suis allée au bout de mon année. J'avais l'opportunité d'aller en deuxième année, mais voilà, j'avais pas envie. Donc je me suis réorientée. Je suis partie en BHTS. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui doivent être en BH. À l'issue de ma deuxième année de BH, voilà, je savais que je voulais faire une licence SSE, donc je suis partie en SSE. Entre ma deuxième année de licence et ma troisième année de... Entre ma deuxième année de BH et ma licence SSE, je suis partie 2 mois en mission humanitaire au Népal, dans un centre pour enfants atteints de malnutrition. Alors pourquoi je vous en parle? C'est juste pour vous dire que agrémenter vos parcours de tas d'expériences, déjà pour vous, humainement, professionnellement, ça vous apporte énormément. Mais dans un CV, je peux vous assurer que c'est top. Quand c'est écrit ce genre d'expérience, c'est top. L'ADI, ça peut être de l'humanitaire, hein. Je vous assure, vous pouvez venir aussi chez nous. C'est une expérience professionnelle. Donc j'ai fait ensuite ma troisième année donc en SSE. J'ai ensuite fait un stage, j'avais un stage à faire de 2 à 3 ou 4 mois. Donc, je suis partie dans une mairie, j'ai fait une mission sur les risques chimiques. Voilà, j'ai découvert le milieu, tout ce qui est collectivité territoriale, collectivité en général, ça m'a pas... Voilà, je savais très bien que je voulais pas trop travailler là-dedans, mais bon, c'était intéressant. Et après, en fait, pour ceux qui sont en licence ou encore en deuxième année de BH, vous avez la possibilité en M1, MA7, de faire de l'alternance. C'est pareil, le choix est propre à chacun. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Partir en contrat pro. Déjà, je ne sais pas vous, mais généralement, quand on arrive en troisième année, on commence à se lasser des études. On sait très bien qu'on a fait, entre guillemets, que la moitié. Mettre du concret sur tout ce que vous apprenez à l'école, je vous assure que c'est... On sait pourquoi on se lève le matin et tout de suite, ça motive énormément. Donc voilà, c'est juste mon petit message. Bon, franchement, faites du contrat pro, quand vous avez l'opportunité de le faire, c'est super. Donc j'ai commencé mon contrat pro à la SNCF. J'étais dans un service de tout ce qui est contrôleur, escale et agent de vente, donc en gestion des risques professionnels évidemment. Ma première année, j'ai fait tout ce qui est études pénibilité. J'ai continué en deuxième année, donc pour mon master 2, également à la SNCF, où j'ai fait une mission un petit peu plus globale sur tout ce qui est projet de pilotage pour améliorer la SST au sein de nos équipes. Et à l'issue de ça, comme tout le monde, après, il fallait faire le mémoire, etc. Et donc du coup, j'avais 2 possibilités qui s'offraient à moi. Soit je restais à Amiens, dans un boulot qui me plaisait, la SNCF toujours en CDD, j'étais en CDD. J'avais l'opportunité de faire 18 mois de CDD, ou alors de chercher un autre boulot. Donc j'ai longuement hésité, sachant que je me posais, ce que je faisais, ça me plaisait également, mais c'était un CDD. Alors j'avais le choix entre rester dans une ville que j'appréciais avec des proches et essayer de partir à l'aventure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté le CDD, mais j'ai continué de chercher ailleurs. Ça c'est pareil, comme je ne peux pas vraiment vous faire de retour d'expérience, je vais juste vous donner des conseils. Là on est en novembre, pour ceux qui sont en Master 2, commencez à chercher super tôt.
moi j'ai commencé à chercher en février-mars, à peu près. Donc ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit que je prenais le CDD et, pour être honnête, je leur ai dit que si jamais je trouvais autre chose, évidemment je partirais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, faut y aller au culot en fait. C'est pour ça, faites votre réseau. Là, des réunions comme aujourd'hui, c'est super important. Il ne s'agit pas d'accumuler un nombre incalculable de personnes sur votre réseau Facebook ou autre. Mais je sais pas, faites des LinkedIn, faites, je sais pas, Viadeo si c'est plus votre truc. Essayez de rencontrer des personnes, de garder les contacts. Franchement, c'est super important. Et moi, je suis allée au culot en fait. Dès que j'allais à des réunions avec le travail, je prenais les contacts. Et il y avait une bourse de l'emploi interne SNCF où j'avais pas le droit de postuler parce que j'étais considérée comme externe. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris toutes les offres d'emploi, j'ai pris tous les mails et j'ai quand même envoyé mes CV. Je savais très bien que tant pis, au feeling. Et j'ai eu la chance d'être appelée par l'agence de recrutement du cadre national SNCF qui m'a proposé de passer les concours en interne. Et du coup, j'ai fait un certain nombre de concours où j'ai passé des oraux de groupe. Où là, pour ceux qui sont en SSE, les cours de qualité, je vous assure que ça vous servira énormément. Donc tout ce qui est oraux de groupe, les cours de communication également, je peux vous assurer, en gros, vous êtes en groupe, vous avez un sujet à traiter, 45 minutes, vous êtes tout seul devant votre feuille, vous devez faire un genre de plan d'action, proposer ce que vous feriez. Et après, moi j'avais 30 minutes pour en débattre avec 12 personnes, sachant que dans les 12 personnes, en gros, si vous ne parlez pas, vous êtes éliminé, si vous parlez trop et que vous ne laissez pas la parole aux autres, vous êtes éliminé. Enfin voilà, il faut savoir que les camarades sont autour de table, malheureusement, ils sont pas vos amis, quoi. Il faut faire mieux que. Voilà, après vous avez des tests psychotechniques, vous avez des tests de rapidité, des tests de compréhension, enfin voilà. Et généralement, dans les grosses entreprises, ça sera le genre de test que vous allez passer pour être recruté. Donc j'ai passé ces tests, j'ai eu la chance de les réussir, donc après j'ai passé des entretiens. Et du coup, j'ai obtenu le poste que j'ai aujourd'hui. Donc je suis responsable, je ne me sens pas dehors, je suis responsable sécurité incendie, environnement, inondation et sûreté sur tout le territoire de l'Île-de-France à la SNCF pour ce qui est les établissements, bâtiments et énergie. Alors, je vous envoie faire des gros yeux. Tout ça pour vous dire que là, je suis en CDI. Donc, bon, je ne vais pas le dire comme ça, mais si vous voulez savoir, niveau salaire, tout ça, je répondrai volontiers au buffet, il n'y a pas de souci. J'ai eu une super opportunité, donc j'ai dit non forcément à ce moment CDD, mais ils ont très bien compris, il n'y a pas de problème, je suis restée dans la même boîte. Par contre, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas rester fermé. C'est-à-dire qu'on reçoit un certain nombre de cours tout au long de notre formation. Moi, je sais pas, les professeurs souvent ils vous disent au début des cours, on va faire un tour de table, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et on répond tous, pour ceux qui sont SSE, responsable HSE. Et là, pour les 20 dans la promo, les 20 ils disent la même chose. Il faut savoir que ce n'est pas un métier cloisonné. La preuve, moi, mon titre, c'est pas responsable HSE. C'est un rapport, certes, mais c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, restez pas cloisonné. Moi, je voulais pas faire l'environnement, je me retrouve responsable environnement. Voilà, c'est comme ça. Il y avait eu la semaine, pour ceux qui ont fait la 3e année de SSE, il y avait une semaine de pompiers. Enfin, ça m'avait vachement intéressé, mais je m'étais dit pourquoi ça va me servir. Je peux vous assurer que ça sert énormément. Tout ce qu'il y avait, c'est l'incendie. J'avais dit le territoire, franchement, tout ce que vous voulez en France, mais pas à Paris. Pas à Paris. Et intramuros. Hein. Donc RER tous les jours, etc. Voilà, j'avais dit tout ce qui est BTP, chantier, bâtiment, énergie, certainement pas. Moi, je veux être en agroalimentaire. Ben voilà, je suis dans des équipes, je vois énormément de monde. Il y a à peu près, je suis la responsable donc, de tout ce que je vous ai dit pour à peu près 800 personnes. Je suis pas manager, hein. C'est une fonction support en fait. On a 96% à peu près d'hommes. Et moi, j'avais dit certainement pas. C'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas se mettre de barrière en fait quand vous avez des opportunités, il faut sauter dessus. Je peux vous assurer qu'après, ce sera que bénéfique. Donc du coup, moi, il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont possibles dans les grosses entreprises. Moi, je suis sur un cursus de 4 ans en fait. C'est-à-dire que je suis en CDI, mais pendant les 4 ans, je vais faire normalement 3 postes. En fait, c'est des parcours, ils appellent ça les parcours excellence. Donc là, j'ai un poste pendant 1 an et demi à peu près. À l'issue de ces 1 an et demi, je vais prendre un 2e poste. Donc, soit je reviendrai peut-être à la sécurité du personnel, parce que voilà, ça me plaît. Et
soit je me lancerai un autre défi et je ferai autre chose dans la sécurité, je ne sais pas encore. Et à l'issue de ces 4 ans, donc vers les 2 ans et demi d'expérience à peu près, je prendrai un poste de manager. Donc manager bâtiment, manager énergie, etc. Pareil, vous avez peut-être l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire. Je peux vous assurer que dans tous les métiers que vous faites, il y aura toujours la sécurité, il y aura toujours la sécurité du personnel. Un manager, c'est... Enfin, moi, c'est la sécurité ferroviaire parce que je suis à la SNCF, mais la SST, elle est au même niveau quasiment. Parce que les enjeux sont énormes. Donc voilà, donc c'est un cursus de 4 ans, et à l'issue de ces 4 ans, je prendrai une fonction de dirigeante d'unité opérationnelle, ça s'appelle. En fait, c'est un poste de management, mais voilà, c'est juste pour vous dire que dans les grosses entreprises, vous avez possibilité de faire des cursus comme celui-ci. C'est pas des études, mais vous apprenez, en fait, vous apprenez sur le terrain au fur et à mesure, et vous montez en compétences pour acquérir des connaissances. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est possible. Donc je ne peux pas vous parler de l'expérience, vraiment. Mais sachez qu'on a parfois l'impression que certains cours ne nous servent pas, et on se rend vite compte à l'issue que ça nous sert. Alors peut-être pas tous les cours, je ne peux pas mentir, hein, il y a certains cours qui me serviront, en tout cas qui m'ont pour le moment pas servi. Mais je peux vous assurer que la plupart des cours, il y a des moments où vous posez une question et ça fait pling. Ah, j'aurais peut-être dû écouter à ce moment-là, je sais que ça me dit quelque chose, où je le retrouve. Enfin voilà. Et notamment pour, là je vais parler vraiment des massettes, des cours de management, des cours de communication. Non mais bosser tout ce qui est qualité également, ça sert énormément. Alors, le reste aussi, hein, attention, mais cela, je vous assure que ça sert. Voilà. Donc si vous avez des questions, allez-y. Et si jamais vous n'en avez pas, bah, si elles viennent plus tard, il n'y aura pas de souci. J'ai une petite question, parce que personne d'autre. Par rapport à ton CDI pendant 4 ans, voilà. Ta mission 4 ans, tu vas rester obligé de rester sur Paris pendant 10 ans. C'est pas sur Paris. Alors en théorie, il y a la théorie et la pratique, c'est toujours pareil. Des fois on a des passes droits, on a des dérogations, etc. Il faut savoir que quand on... C'est pas écrit dans mon contrat de travail de rester 10 ans à Paris. Mais bon, c'est ce qui est pratique. Après, voilà, si un jour, je sais pas, j'ai un enfant avant 10 ans, ou je sais pas, j'ai un mari qui est invité ou autre, il y a des dérogations, mais évidemment, on ne faut pas arrêter. Mais après, choisissez bien, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je sais que partir à Paris, finalement, je suis de l'Oise, hein, c'est pas si loin que ça, c'était juste que la vie parisienne, c'est familière, quoi. Mais ça me faisait un petit peu peur. Mais est-ce que entre aller bosser à Paris avec un CDI directement, j'avais le CDI avant même de finir mes études, donc il fallait. Enfin voilà, c'était. Est-ce qu'il y a. Enfin, vous auriez choisi quoi? Enfin, moi je sais qu'on m'a proposé un salaire qui était très correct, on m'a proposé un CDI. Voilà, enfin, à l'âge qu'on a, et surtout dans la conjoncture actuelle, il faut refuser ça, franchement. Enfin, juste en tout cas, chercher le plus tôt possible. Je me dis, faut pas attendre que tout le monde soit sur le marché du travail, tout le monde finit en septembre, donc c'est à ce moment-là que tout le monde cherche. Et même si vous avez l'impression que vous êtes coulé avec vos examens, que vous êtes coulé avec vos mémoires, je peux vous assurer que vous n'avez jamais eu autant de temps que quand vous étiez étudiant. Franchement. Parce qu'après, c'est métro, boulot, dodo, et il n'y a que le week-end. Bon, allez, on peut s'avouer, on relâche un peu, mais sinon, ne croyez pas que vous n'avez pas de temps, je vous assure. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis content d'être là et d'avoir été invité par l'association. Non pas trop pour vous présenter qui je suis, mais surtout parce qu'on m'avait dit qu'il y avait quelque chose à manger et à boire juste après. Donc moi je me présente vite fait, je ne sais pas si mon PowerPoint il n'est pas en lecture automatique, donc on verra. Je m'appelle Adrien Palot, je suis kinésithérapeute de base, je vais le redire juste après. Et j'ai intégré effectivement la filière IRHPM via l'UFR. Pour continuer mes études, donc post-diplôme d'État. Donc j'ai d'abord été kinésithérapeute et après je suis venu en master ici. Juste pour vous présenter, mais je reviendrai sur ces points effectivement pour vous présenter ce que j'ai fait après. J'ai un conflit d'intérêt par rapport à ce soir, c'est que je travaille pour Kinésithérapie La Revue, qui est une revue de kinésithérapie française et francophone. Alors, mon parcours, une fois diplômant, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, une fois mon diplôme de kinésithérapeute en poche, ce qu'on appelle un diplôme d'État, c'est pour ça que j'ai mis DE. Alors, je l'ai eu en 2009, en fait.
Donc ça, j'ai eu voilà, mon diplôme d'État. Et en 2012, j'ai eu celui pour le master IRHPM. Après, j'ai continué un petit peu à m'ennuyer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En 2013, j'ai obtenu donc, un DU en méthode de recherche clinique parce que j'ai trouvé que c'était assez fun de le faire. Et après, en 2015, j'arrivais un peu à faire des méthodes de recherche, mais j'arrivais pas encore à lire les articles. Logique dans ce sens-là, bien évidemment. Et donc, effectivement, j'ai fait un DU d'interprétation des essais thérapeutiques qui m'a permis d'approfondir pas mal de champs là-dedans. Après, qu'est-ce que j'ai fait entre 2016 et 2017? Je me suis un peu reposé, effectivement, et ça a été cool parce que ça avait été vraiment beaucoup d'années chargées depuis longtemps. Et maintenant, je suis sur la réflexion de faire quoi? De continuer un autre cursus, donc de continuer mes études. Alors, un autre cursus plutôt en santé publique, et ce qui va m'obliger, bien évidemment, de devoir peut-être reprendre un Master 1 ou 2, puisque je n'ai pas les équivalences, et peut-être un PhD par la suite. Alors à la question de savoir pourquoi j'ai choisi donc le master ou en tout cas la filière IRHPM, d'abord c'est parce qu'en fait juste après mon diplôme d'État je m'ennuyais et donc je me disais qu'est-ce que j'avais à faire de manière professionnelle en tout cas, et donc j'ai comblé ça par une rédaction d'un premier article. Alors à mon avis si je le relis en ce moment il va pas être jojo. Et puis, une fois que je l'avais fait, j'avais encore envie d'apprendre plus et d'apprendre peut-être autre chose aussi. Et j'étais à une époque de ma vie professionnelle et aussi étudiante de manière très biomédicale. C'est-à-dire que le biopsychosocial, c'était un truc un peu éloigné. Donc, j'étais très, très biomédical et ce que j'aimais bien, c'était la biomécanique. Et j'avais donc un rêve, c'était de faire le master de biomécanique qui est anglophone à Paris, qui est aux arts et métiers. Et donc, je me suis dit, bah, effectivement, si tu veux le faire, Adrien, il va falloir que tu augmentes ton niveau d'anglais, puisque je te rappelle que tu ne suivais pas les cours quand tu étais au collège et au lycée. D'accord, vilain. Et le deuxième, c'est que je n'avais pas assez d'équivalence et de crédit. Ce que j'ai su par la suite, en fait, et je vais le dire maintenant, c'est que moi, je n'avais pas la notion de crédit en tant que kinésithérapeute dans les écoles pseudo-privées qu'on a. Et donc, moi, je ne savais pas qu'un crédit ne valait pas un autre s'il n'avait pas la même thématique. Donc, en fait, effectivement, je n'ai jamais fait mon master de biomécanique ensuite, puisqu'on m'avait dit que je n'avais pas les crédits dont la thématique et la nature étaient équivalents. Alors, qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait? Donc, le fait de faire un master en amont, donc pour la meilleure équivalence et le meilleur niveau d'anglais, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. Et pourquoi j'ai choisi l'IRHPM en particulier? C'était que c'était assez accessible pour un masseur kinésithérapeute, puisque effectivement, comme nous, on ne cumulait pas à l'époque de crédit, on avait une difficulté d'intégrer les cursus universitaires du fait de ça. Donc là, c'était bien, c'était un peu plus facile, il y avait des choses qui pouvaient être reconnues un petit peu, et donc on était parfois dispensé de faire des cours qu'on avait déjà eu en fait dans notre cursus. Il y avait une notion d'ingénierie que j'aimais beaucoup par rapport à mon métier de base pratique de salarié ou de libéral, mais en tout cas d'ouvrier de la main. Et il y avait aussi cette notion d'appareil locomoteur ou de musculo-squelettique qui avait effectivement en option dans ce master d'IRHPM. Et enfin, c'était pas si loin de Paris. Vous voyez que quand on dit qu'on arrive à 19h30, on arrive à 19h27, et donc effectivement, ça se goupillait bien. Alors, l'apport que m'a donné le master IRHPM, c'était quoi? Cet apport, donc un apport d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai eu une petite claque, parce que moi, j'étais dans mon espèce de moule d'école privée, et donc on me suivait bien, et là effectivement c'était carrément de l'autonomie. Il y avait eu le référencement des cours, c'est-à-dire que j'apprenais aussi que sur chaque slide il fallait que ça soit justifié par quelque chose. Il y a eu une mutualisation des cursus, et ça c'était super intéressant parce qu'à la fois la biostatistique était mélangée avec des gens qui faisaient un cursus de médecine et d'APA. Il y avait aussi le fait d'avoir des APA dans les autres filières qui n'étaient pas que biostatistique, etc. Et ça c'était très important pour l'après justement. Le temps universitaire aussi était à dissocier du temps commun. Alors ça, c'était le côté un peu négatif pour moi, parce qu'effectivement, je savais que si j'envoyais un mail en octobre, il ne fallait pas que je m'attende forcément à ce que ça soit tout de suite répondu. Voilà, donc ça, je n'étais pas habitué, et donc il a fallu que je m'habitue et que je prenne en considération ça. Le cahier des charges du mémoire aussi, c'était bien, parce que comme il fallait faire une étude, effectivement, ça approfondissait, nous, ce qu'on nous demandait à la fin de notre cursus de kinésithérapeute, qui était juste une étude de cas, et donc là, on était sur un autre paradigme, et c'était vachement intéressant par rapport à ça.
Le réseau, ça c'est plus, et c'est en corrélation avec la mutualisation des cours, et donc cette fameuse par tous. Pourquoi? Parce qu'à la fois étudiantin et professoral, j'ai réussi à pouvoir connaître des gens, et c'est vraiment important de se mélanger et d'entretenir ça au fur et à mesure du temps, puisque ça fait partie des possibilités d'évoluer ensuite. L'envie d'en faire partie, donc de faire partie de cette espèce de mouvance, enfin en tant que kinésithérapeute, il y avait une mouvance de continuer ses études de plus en plus. Et puis après, ce qu'a apporté Amiens, c'était effectivement les briques, la piscine et puis certains trucs dans certains quartiers. Alors, le parcours professionnel que j'ai fait ensuite grâce à tout ça, ça a été quoi? Donc depuis le diplôme d'état de master kinésithérapeute, j'étais kinésithérapeute salarié, donc dans plusieurs centres de rééducation. Et depuis le master IRHPM, effectivement, j'ai réussi à avoir donc un poste en tant que rédacteur associé à Kinésithérapie La Revue. Et je remercie ces deux personnes qui étaient à l'époque deux profs de l'option kiné, option appareil locomoteur à l'intérieur du master, qui m'ont donné cours, que je connaissais déjà de nom, mais que je ne connaissais pas de visu. Et c'est grâce à eux que j'ai intégré cette revue. J'ai aussi intégré un peu la coordination effectivement de juste la toute petite partie d'appareil locomoteur du master aussi. Donc ça c'est vraiment enrichissant parce qu'effectivement ça nécessite de connaître des ressources, donc de les identifier, de leur demander s'ils veulent venir et d'essayer de coordonner un petit peu un lien entre tous les petits cours qu'on peut avoir, même si c'est juste les jeudis matins, mais c'est déjà super intéressant à mon niveau. Ça m'a permis aussi de faire de l'enseignement en formation initiale en kinésithérapie. À l'heure actuelle, je le fais maintenant même dans 8 IFMK, donc des instituts pour enseignement en kinésithérapie. J'ai aussi intégré grâce à ça un organisme de formation continue qui s'appelle l'agence EBP, qui me demande de faire du blogging plutôt. Donc j'essaye de faire une espèce de revue de littérature. Alors normalement c'était mensuel, je leur avais promis que c'était mensuel. Et puis vous savez ce que c'est que la procrastination et puis le taf attire l'arigot, je ne pouvais pas le maintenir. Donc j'ai essayé de faire quelques piges déjà. Et je vais bientôt intégrer aussi leur formation en tant qu'enseignant pour la lecture critique et puis les biostats appliqués à la kinésithérapie. Et enfin, j'ai été chargé de projet aussi, donc ça c'est aussi grâce à Michel Géda, j'ai été chargé de projet du groupe de travail de l'HAS pour les recommandations de Parkinson au niveau troubles moteurs qui sont sortis en 2016. Donc en fait, il y avait le chef de projet qui était Michel Géda et moi j'étais la petite main qui a fait en fait l'équivalent d'une revue de littérature mais très exhaustive et à un très bon niveau pour effectivement sortir les recommandations qui sont sorties l'année dernière. Alors après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Si ça veut bien fonctionner. Et non. Alors. Alors après ça. Qu'est-ce que m'a apporté le Master 2 IRHPM dans tout ce que je vous ai dit? Effectivement, l'importance du réseau. Et pour le coup, il y a un bel exemple ce soir, c'est que vous êtes ici grâce à l'association, alors je ne sais pas, AEDIS, c'est ça? Ouais. Association amiénoise d'étudiants en ingénierie de la santé. Je vous refais un pitch après. Cool, merci. Mais la prononciation, c'est AEDIS? AEDIS. D'accord, très bien. Donc ils sont vraiment cool cette association parce que au-delà de m'avoir remboursé les frais de transport, ils me payent aussi l'hôtel Mercure et puis le repas ce soir. Non, c'était pas ça. Ah, non, mais c'est vraiment important le réseau et c'est bien que vous soyez là. Je savais pas que vous alliez être aussi nombreux. Ce qui est cool, c'est que j'ai découvert aussi beaucoup plus l'interpro. Au niveau du cursus, je ne m'attendais pas non plus à ça. Je connaissais déjà en pratique clinique puisque j'étais salarié dans un centre de rééducation, donc je savais ce que c'était de travailler avec des professionnels. Mais là, effectivement, on était vraiment en interpro aussi dans les études et c'était vraiment plaisant. Et surtout que j'étais en interpro avec les APA, qui sont normalement ceux qui sont les méchants dans l'histoire de la kiné et de l'APA. Voilà. Donc voilà, si j'ai mis l'offre, c'est qu'effectivement, je trouve ça cool qu'on soit mélangé parce qu'on a des compétences propres à nous, donc à vous et à nous, et on a aussi des compétences qui sont communes, et le meilleur, c'est de prendre les meilleures compétences de chacun pour le patient parce que c'est lui qu'on soigne à la fin. Ce qui était bien aussi, c'est que effectivement, notre cursus de kinésithérapie va vers l'université de plus en plus, donc c'était très intéressant de mettre les pieds dans un master qui intégrait vraiment le côté
kiné, donc ça c'était bien parce qu'on était identifié comme étant vraiment kiné là-dedans. Et justifier son propos, c'était vraiment quelque chose aussi que j'apprenais encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on me l'avait déjà dit quand j'étais en école de kiné. On le faisait vraiment beaucoup dans des études biomécaniques en tant que kiné, mais là on commençait à aller sur aussi du psychosocial, et c'était vachement plaisant de voir ce que c'était aussi que la recherche clinique. Par rapport à ça. Qu'est-ce que ça m'a appris le master IRHPM aussi, ou qu'est-ce que ça a approfondi? C'est le fait qu'effectivement, quand on fait quelque chose seul, c'est bien, on va vite, d'accord? Quand j'envoie mon mail, c'est répondu vite ou pas. Mais effectivement, si on est ensemble, on peut construire des projets et justement les monter et aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et ça m'a vraiment... en tout cas, donner de l'engouement à ça. Et enfin, identifier les jeunes pousses prometteuses. Pourquoi ? Parce que moi, j'en étais une et que pour l'instant, effectivement, je commence à prendre une pente aussi d'expérience par rapport à tous les activités que je vous ai présentées. Et donc, pour terminer, mon envie future par rapport à cette institution et organisme, c'est effectivement de participer encore plus au rayonnement de ce parcours MK, parce que moi, je suis kinésithérapeute par rapport à tous ceux qui ont fait le cursus STAPS pour aller jusqu'à effectivement commencer à être APA dans le master où effectivement on est ensemble, et donc effectivement participer au fait d'intégrer de plus en plus cette branche-là qui est connexe à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc moi je m'appelle Aurélie Morichon, je suis masseur kinésithérapeute. Faut que je parle plus fort? D'accord. Ouais. Donc je suis masseur kinésithérapeute depuis 2009 et j'ai eu le master donc IRHPM ici également. Donc mon parcours professionnel, ça a été donc le suivant. J'ai donc eu mon diplôme d'État en 2009, donc je suis diplômée de l'Ancre, qui est une école à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne en région parisienne. De 2009 à 2013, j'ai fait une activité mixte, donc à la fois salariée et à la fois libérale à mi-temps. Donc j'étais tous les matins en salarié, tous les après-midi en libéral, donc dans le Val d'Oise et dans l'Oise. Et en 2013, j'avais suivi une formation de kinésithérapie du sport via l'organisme Kinésport qui est dans le Val d'Oise aussi. Et j'ai obtenu mon diplôme européen en kinésithérapie du sport. De là, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été ultra déçue parce que ce diplôme européen, finalement, il se basait sur des cours qui étaient assez empiriques. Il n'y avait pas vraiment de référence. Et finalement, la formation ne m'a pas convenu, même si j'avais un diplôme en poche, j'avais l'impression que je n'allais pas en faire grand-chose. Enfin, si, peut-être travailler dans des clubs de sport, mais finalement, ce n'était pas ma vocation, je m'attendais à beaucoup mieux, premièrement. Et ensuite, de plus en plus, on entendait parler justement du fait que les études allaient être amenées à évoluer, qu'on allait passer en 4 ans, qu'il allait y avoir une réforme, et qu'éventuellement, les étudiants allaient pouvoir avoir un master à la sortie de leur diplôme. De ce fait, moi, j'avais pas de master, et j'avais d'autres envies qui étaient notamment celles de l'enseignement, de pouvoir intervenir dans les IFMK, et je me suis dit qu'aller dans les IFMK sans avoir de master, alors que les étudiants allaient avoir un niveau master, finalement, c'était pas très honnête de vouloir être enseignant sans avoir ce diplôme-là en poche. Du coup, je suis arrivée ici. J'ai commencé le master IRHPM en 2013. En parallèle, j'ai suivi une activité mixte en libéral et à la fois en tant qu'enseignante, puisque j'ai commencé à rentrer dans les écoles, donc notamment à l'Ancre, de là où j'avais été diplômée. Et en 2016, j'ai obtenu mon master 2 avec mon mémoire qui avait pour intituler la fiabilité et l'accord interévaluateur de 3 méthodes de mesure des amplitudes articulaires lors de leur utilisation par des étudiants en première année de kinésithérapie. Donc j'ai fait mon mémoire et mon stage au sein de l'école où j'ai été embauchée. Et depuis la rentrée 2016, je suis passée responsable pédagogique de la première année de kinésithérapie dans cette même école. Alors pourquoi j'ai été ici ? Alors la raison, pas principale, mais celle en fait qui a fait que j'ai commencé à réfléchir ici, c'est parce que vous venez de le voir, j'étais en communication avec Adrien Palot et il est assez convaincant. Ça veut dire qu'il m'a bien vendu le master en me disant que le programme était sympa, que les profs étaient super intéressants, etc., etc. On travaillait ensemble à l'époque. Et donc c'est déjà lui qui m'a parlé de ce master-là. Quand j'ai consulté le programme, c'est vrai que ça m'a paru très pratique. Et moi, j'étais plutôt intéressée par l'aspect musculo-squelettique aussi. Donc j'ai fait l'option appareil locomoteur. Ensuite, au niveau de distance également, puisque moi j'habite dans le Val d'Oise et donc faire Daumont-Amiens, c'était plus court que de faire Daumont-Paris, alors que je faisais 5 fois plus de kilomètres. Donc finalement, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Et quand je travaillais à Chantilly, on a eu beaucoup d'étudiants qui venaient d'Amiens, qui venaient de l'IFMK d'Amiens.
Et ils avaient l'air de vendre Amiens comme une ville fantastique, donc je me suis dit, je vais aller voir. Je vous dirai pas ce que j'en ai pensé au final. Non, si, ça m'a plu. Parce que sinon, vous n'allez pas écouter la suite. Donc au niveau apport professionnel, qu'est-ce que le master m'a finalement apporté? Ça a été surtout tout ce qui était méthode de travail et méthode de recherche. C'est vrai que via les cours qu'on a eus, j'ai réussi à comprendre vraiment l'intérêt de la recherche bibliographique, etc., de la valorisation des cours par des références bibliographiques. Les biostatistiques, j'ai fait des stats en médecine, j'ai jamais rien compris, pourtant j'avais eu la moyenne. Là, j'avais enfin compris les statistiques. Et le fait de rencontrer des APA. Alors les APA, j'en avais déjà rencontré en cursus clinique, mais finalement, je leur avais pas vraiment parlé, en tout cas, j'avais pas échangé avec eux de la même manière que j'ai échangé là en master, et ça m'a permis vraiment de comprendre l'interaction qu'on pouvait avoir au niveau clinique. Donc ça, c'était super intéressant. Au niveau du devenir, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, le fait d'être dans l'école et d'être rentrée en 2015 dans l'école, ça veut dire que je suis rentrée en même temps que la réforme des études en kinésithérapie, donc j'ai participé activement à la mise en place de la réforme, donc la découverte des unités d'enseignement, des nouveaux enseignements qui faisaient partie de la réforme, dont méthode de travail et méthode de recherche, dont l'anglais aussi, qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça m'a permis de participer activement là-dedans. Pareil pour les étudiants qui passaient leur mémoire, j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus participative et d'être surtout beaucoup plus compétente pour les aider, alors qu'avant, ce n'était pas vraiment le cas. Quand j'étais jury pour le DE quelques années avant, j'avais probablement pas les mêmes compétences et du coup, ça m'a permis d'être plus efficace dans cet encadrement-là. De participer également à l'ingénierie de la rééducation. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon mémoire, il a porté sur l'utilisation de 3 méthodes de mesure des amplitudes, dont une qui s'appelle un téléphone portable. Et le téléphone portable arrivait à les faire rentrer dans les écoles comme une possibilité de mesurer une amplitude. Ça m'a donné de la pertinence, le fait d'avoir fait un mémoire dessus, d'avoir fait des recherches, etc., et de pouvoir le mettre en place, même si on ne le tolère pas pendant les évals, mais en tout cas, on leur en parle. Et c'est important parce que dans les années qui vont venir, je pense que les kinés utiliseront plus un téléphone portable pour faire un bilan qu'une feuille et un crayon. Et enfin, grâce de nouveau à M. Palot, j'interviens dans l'option locomoteur du Master 2 IRHPM concernant les tendinopathies et les lésions musculaires. Demain, peut-être un Master en sciences de l'éducation pour continuer l'enseignement dans les écoles, peut-être un doctorat, peut-être dans ce domaine-là, peut-être dans un autre, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai envie de poursuivre le rythme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Rabian, je suis en seconde année de thèse au sein du GRAP, plus fort, au sein du GRAP, le groupe de recherche sur l'alcool et pharmacodépendance. Je vous remercie tout d'abord la ADIS de m'avoir proposé de participer ce soir. Certains d'entre vous me connaissent peut-être, ces 2 dernières semaines j'ai donné TP, je ne sais pas si je reconnais des têtes. Donc je vais vous présenter mon parcours. Donc tout d'abord j'ai fait 2 années de première année de médecine. D'abord PCM1 puis PACES, j'ai pas eu trop de chance, je suis tombé dans l'année de réforme, donc une partie des cours appris servait plus à rien. Puis il faut dire qu'en sortant de tout ce qui était lycée, on a un appartement, il n'y a plus papa-maman, donc on va dire que les études c'était pas ma priorité à ce moment-là. Mais ça m'a quand même permis une chose, c'est de savoir ce que je voulais faire en fait, avec les cours de l'ancien doyen de la faculté de médecine, Monsieur Legard. Je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était neuro. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette voie-là. Donc pour la licence, à la base, j'étais parti sur une licence SVT, parce qu'à l'époque, la plaquette de la fac ne proposait pas BHTS sur le site internet. Donc j'ai fait bonjour, je veux m'inscrire en biologie. On m'a dit biologie, d'accord, mais humaine ou SVT? Je ne savais pas trop ce que c'était biologie humaine, et ça m'a bien intéressé. Et je me suis lancé un petit peu là-dedans. Donc première année, ça s'est plutôt bien passé. C'était une année avec beaucoup de cours en commun et très peu de spécialisation. Et dès la 2e année, j'ai rentré en contact avec le professeur Olivier Pierre Fiche, donc au sein du groupe de recherche sur l'alcool et pharmacodépendance. Ah, je vois que les têtes changent et se décomposent. Moi j'ai apprécié. Dès les premières minutes de cours, j'ai dit bon, c'est un individu que je vais beaucoup apprécier. Et j'ai demandé si je pouvais faire un stage auprès de son laboratoire. Donc il m'a permis déjà dès la 2e année de voir un petit peu le monde de la recherche
Donc comment ça se passait en laboratoire, donc bien loin de tout ce qui est les experts et tout ça. Donc les blues, on n'avait pas trop besoin, mais c'était assez intéressant. Donc du coup, j'ai récidivé en 3e année, donc en BHTS, soit on part, peut-être que je vais écorcher, je crois que c'est SSH, c'est ça? Non, SSE, merci. Donc comme quoi les cours de SSE, c'était pas ma priorité non plus. Donc je suis parti dans la 3e année côté recherche et j'ai récidivé avec le GRAPP. De toute façon, il y a un peu le GRAPP partout sur mon CV, on voit quand même. Donc j'ai fait également mon stage obligatoire donc en 3e année de BH au sein du GRAPP, sous toujours la tutelle du professeur Olivier Pierre Fiche. Et après, la particularité de mon cursus, c'est que j'ai fait, comme on l'a signalé, le premier master en IMRT, donc interaction moléculaire et recherche thérapeutique, parce que mon professeur intervenait dedans et me l'a vendu comme étant un master à la fois malléable avec beaucoup de neuro. J'étais un peu déçu. C'est pour ça que je suis parti en 2e année de master chez les FEFI. Donc je ne vais pas l'écorcher cette fois-ci. Physiopathologie humaine, exploration fonctionnelle et imagerie, qui a vraiment une grosse spécialisation en neurosciences et plus imagerie clinique. Je reviendrai un petit peu après. Et là, je suis maintenant en 2e année de doctorat, donc toujours au sein du groupe de recherche sur l'alcool et pharmacodépendance, donc en électrophysiologie, c'est-à-dire en étude de la communication des cellules nerveuses, enfin des neurones, au sein de l'hippocampe. Donc je travaille sur l'effet du binge drinking sur la mémoire. Donc qu'est-ce qui se passe sur votre mémoire quand vous buvez le jeudi, le vendredi ou le samedi, juste à côté de chez moi, vu que j'habite en plein Saint-Leu. Donc si vous voyez une petite roulotte qui passe, c'est normal, hein, je fais des prélèvements. Donc, alors à la base, c'était marqué Master 1 IMRT en haut, mais vous ne le voyez pas. Ah oui, donc du coup il est en bas maintenant. Alors le Master 1 IMRT, donc je n'ai pas eu de pot de vin pour parler en bien et en mal des masters, donc je me réserve tout droit de dire ce que je pense. Je vais laisser les différents contacts si vous êtes intéressés, mais il faut savoir que le Master 1 IMRT est très axé pour les étudiants en pharmacie. Il est plus que faisable pour les étudiants de BHTS et également pour les étudiants de SVT qui ont une option biologie humaine. Donc j'avais pas mal de mes collègues qui venaient de SVT qui s'en sont plutôt bien sortis et 2 d'entre eux sont en thèse maintenant, même année que moi. Donc il y a beaucoup de cours sur tout ce qui est culture et communication cellulaire, pharmaco, beaucoup de cancéro, c'est ce qui m'a un peu déçu en fait. Moi je cherchais vraiment une spécialisation qui était très axée neurosciences et tout ce qui était cancéro j'appréciais pas trop et j'ai un peu trop de cancéro pour moi. À savoir pour les étudiants de BHTS et de SVT, enfin plus SVT, vraiment mettre le paquet sur la culture cellulaire et communication cellulaire parce que c'est vraiment un point très important. Également un petit peu de génétique, quelques UE en neurosciences et bien sûr un stage laboratoire de 2 mois non rémunéré. Ça a son importance. Et concernant le Master FEFI, en fait, je me suis rabattu très vite sur le Master FEFI pour avoir plus de neurosciences. Donc j'avais un choix, soit je restais en IMRT et je serais noté plus légèrement en fait sur mon stage vu que moins de spécialisation en neuro, donc techniquement, si on présente bien, si on a bien travaillé, c'est plus facile d'avoir une bonne note. Ou alors partir en FEFI, où il y a beaucoup plus de spécialisation en neuro, et donc être jugé de manière un peu plus critique sur les travaux que je pouvais faire pendant mon stage. Mais j'ai quand même préféré partir en FEFI, savoir que c'est très axé clinique et médecine. Donc c'est un master qui est proposé aux médecins. Donc on fait pas mal de cours à l'hôpital Sud avec d'autres médecins, donc chef de service en kiné notamment. C'est assez marrant. Par contre, un gros point positif du Master FEFI que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est plus que malléable. Donc en fait, on vous propose pas tant de cours que ça sur Amiens. Cours sans doute très intéressant, très axé imagerie et clinique, mais par contre, on vous donne l'opportunité d'aller chercher les yeux qui vous intéressent un peu partout ailleurs. Donc j'ai une collègue qui est partie se former sur Paris, une autre qui a voulu se former sur Montpellier. J'ai dit bon, peut-être que le trajet c'est pas facile sur une semaine. Et également 2 choses qui sont intéressantes, c'est comment ils appellent ça ? Une sorte de summer school, sauf que c'est pas en été en fait. Et donc c'est une semaine banalisée globalement, où certains sont en vacances, d'autres font cette UE-là. Et c'est une semaine où on bachote une seule UE. Et à la fin, il y a un compte rendu à rendre et une note directement attribuée. C'est vraiment pas mal.
Donc je vous ai remis les contacts ici, et encore une fois, c'est très axé imagerie. Et à la fin, donc en Master 2, on a 6 mois de stage, rémunéré cette fois-ci. Et à la fin de ce stage, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer de faire un doctorat. Donc pour ceux qui sont intéressés à faire un doctorat, parmi vous, quelque chose de très important... Ah, je reconnais une tête là-bas. Comment ça va? Donc quelque chose de très important, c'est que vous devez être systématiquement dans les 3 premiers. Donc c'est pas pour casser des rêves ou quoi que ce soit, c'est globalement, après votre Master 2, ils vont pas s'embêter, ils vont prendre votre dossier académique, ils vont regarder quels résultats vous avez fait, donc si vous êtes dans les premiers ou dans les 5 premiers, allez, sur votre licence. Également, si vous êtes dans les 5 premiers en Master 1 et en Master 2, et en fait vous allez avoir une note, en fait, une note dite dossier, qui va vous permettre d'être retenu ou pas pour les oraux que vous avez passé à l'école doctorale. Et ensuite, vous passez les oraux, une deuxième note vous est attribuée, et globalement, en fusionnant les notes, vous avez votre classement. Donc j'ai eu de la chance, lors de mon année de thèse, il y avait 10 places. Donc j'avais un dossier qui était très bien classé sur papier, j'étais 4e. Bon, l'oral s'est moins bien passé, j'ai fini 9e, mais ouf, je l'ai eu. À ras des pâquerettes, mais je l'ai eu. Donc j'ai eu ce qu'on appelle la bourse ministérielle. Il y a plusieurs types de bourses pour avoir un doctorat. La bourse ministérielle, c'est la bourse dite classique. Et après, il y a d'autres bourses qui peuvent être dispensées par différents organismes, notamment dans le milieu de la santé, c'est l'INSERM. Donc moi, j'ai eu la bourse ministérielle. Il faut savoir qu'on a encore quelques cours, entre guillemets. On a 24 ECTS à valider sur ces 3 ans, allant de la formation à l'école doctorale, notamment quelques cours d'anglais qui sont obligatoires, mais également des formations, par exemple à l'expérimentation animale, des formations à la médiation scientifique. Donc j'ai fait une formation expérimentation animale, c'est quand même 6 ECTS, c'est pas rien. En plus d'avoir là c'est pas un diplôme universitaire, mais avoir comme une maîtrise, comme une formation que vous avez eue, qui va permettre de travailler avec les animaux, peu importe dans quel laboratoire vous êtes, et ce en France. On essaye de l'étendre en Europe, mais c'est pas encore le cas. Et également une formation à la médiation scientifique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des apprentis chercheurs. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait. On encadre des 3e et des premières. Ils viennent au laboratoire, ils voient un petit peu ce qu'on fait, et à la fin, il y a un congrès apprentis chercheurs où ils présentent les travaux qu'ils ont fait avec nous. Donc pour être capable et pour apprendre à encadrer ces apprentis chercheurs, on a une formation sur Paris à la médiation scientifique, c'est assez sympa. Et également, après votre première année, donc 2e et 3e année, vous pouvez faire ce que j'ai fait cette année, à savoir un contrat doctoral élargi qui permet de donner des cours, donc jusqu'à 64 heures de cours, donc soit des TP, soit des TD. Et c'est très valorisant sur votre CV si par la suite vous voulez faire comme moi, enseignant-chercheur. Donc un petit point sur le salaire, parce que bon, je suis pas pécunier, hein, mais je trouve que c'est quand même important. Donc le salaire des doctorants a été augmenté ces dernières années. Avant, il me semble qu'il y avait un salaire autour des 1200, et lorsqu'on faisait un contrat doctoral élargi, on était plus payé. Mais il fallait obligatoirement faire 64 heures. Maintenant, le salaire de base des doctorants a été augmenté à 1420 net. On est un peu moins payé quand on donne des heures, mais par contre, on peut donner par exemple entre 10 à 64 heures. Donc ce qui donne, avec 64 heures de cours, à peu près 1600 € net. Donc ce qui permet largement de pouvoir vivre bien au-dessus d'un SMIC quand même. Je vous remercie de votre attention. Donc si vous n'avez pas compris que je travaillais sur l'alcool. Bon, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Julie Indard. Donc, comme vous, je suis passée par la licence. Alors, il y en a peut-être qui sont juste arrivés directement à la L2. Moi, j'ai fait L1, L2, L3 à Amiens. Alors, je ne savais pas trop comment structurer mon propos. Donc, j'ai décidé un peu de vous montrer mon parcours et en fait, comment mes idées, elles ont changé pour mon orientation, parce que je sais que ce n'est pas facile. Donc, voilà. Alors, tout d'abord, en fait, je viens du Pays Basque, donc vous n'allez pas connaître les villes. Donc, au départ, j'avais cette idée de bio depuis très longtemps, depuis la 5e à peu près. Donc, j'ai pas fait de stage avant la seconde, mais en seconde, c'était obligatoire pendant la période de bac. Donc, j'en ai fait un dans un laboratoire d'analyse biomédicale. Bon, ça m'a plu. Enfin, généralement, en fait, le problème, c'est que mes stages, ils me plaisent. Mais bon, ça me permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc là, je me suis dit, non, je ne veux pas agir à détecter en fait, les maladies comme ça.
je préfère agir avant. Donc là, ben voilà, l'idée de la recherche, fin seconde. Donc en première, j'ai une super enseignante de bio. En fait, elle sortait tout juste de l'école, donc c'est vrai qu'elle était jeune, elle était avenante avec nous, donc on a beaucoup échangé. Et à ce moment-là, ben, je savais toujours pas, enfin je savais que c'était de la recherche, mais je savais pas trop si ça allait être purement médical, biomoléculaire ou cellulaire. Et j'ai fait mon TPE sur la maladie d'Alzheimer, donc là, on a envoyé pas mal de mails avec ma compatriote. Et il y a un chercheur qui nous a répondu quand même, parce que quand on vous dit que vous travaillez sur le TPE, que vous avez envie d'avoir des infos, que vous êtes en première, généralement, ben, ils sont pas trop, ils vous répondent pas, les chercheurs, quoi. C'est un peu trop éloigné d'eux. Donc voilà, donc du coup, j'ai pu aussi aller le rencontrer à Paris. Donc en terminale, ben, c'est un peu le choix, enfin tout le monde est passé par là, hein, vous demandez ce que vous voulez faire. Et là, j'étais tellement perdue en fait que je me suis dit, bon ben déjà je sais que je veux partir du Pays Basque, hein, parce qu'il n'y a pas ce que je veux faire. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc j'avais dit à ma maman, mais de toute façon on se fera un week-end à Paris. Et à ce moment-là, ben, j'ai dit, ben, je vais y aller au culot et je vais demander à plusieurs chercheurs ben, un peu s'ils veulent me rencontrer pour me dire ben, comment faire finalement. Bonjour, allez-y. Bonjour. Comment faire pour arriver à cette idée de recherche, et parce qu'à ce moment-là, je voulais vraiment faire de la recherche. Donc j'y suis allée et c'est vrai que c'était super. Déjà, ils m'ont fait visiter leur super labo, tout ça, donc voilà. Et on a pu parler pendant longtemps. Et donc, mon ancienne prof de première, qui n'était plus dans mon lycée en terminale, je l'ai revue pendant les vacances de Noël pour analyser un peu les unités d'enseignement de différentes licences. Parce que voilà, je voulais que de l'humain, je savais que je voulais de l'humain, je voulais surtout pas du végétal, je voulais pas de l'animal. Donc, ben, après, c'était pas très facile à trouver. Donc, du coup, je l'ai vue, on a vu un peu. Et elle m'a conseillé de voir entre Toulouse et Amiens. Donc, vu que j'aime bouger, je suis allée à Toulouse et je suis venue à Amiens. Et donc, j'ai choisi Amiens. Parce que, en fait, à Amiens, contrairement à Toulouse, dès la L2, on n'était que dans l'humain. Et aussi parce que j'avais la possibilité de faire des stages. J'avais demandé à Madame Wadi Daïdouche, que tout le monde doit connaître, je pense. Elle n'était pas là lors des portes ouvertes, mais je l'avais appelée dans la semaine suivante pour savoir si je pouvais faire des stages chaque fin de semestre. Et en fait, elle m'avait dit que chaque fin de semestre, il y avait ce moment de battement entre le moment où vous passez les partiels, le moment où vous avez les résultats, et après les rattrapages. Enfin, de mon temps, c'était comme ça a peut-être changé. Il y avait toujours voilà, ce moment. Donc du coup, elle me disait que je pouvais faire des stages pendant ce temps-là. Donc, je suis venue à Amiens. Donc pour ceux qui ne savaient pas où c'était le Pays Basque. Donc j'ai fait beaucoup de stages. Et le premier n'a pas été facile à trouver. Mais j'ai quand même découvert quelque chose qui est la recherche clinique. Alors je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressés par ça. Mais sachez qu'il y a le centre de recherche clinique au CHU. Alors les noms ne sont peut-être pas valables, quoique j'ai regardé, il y a toujours Madame Liabeuf, qui est enseignante en pharmacie. Madame Lucie Desjardins, je crois qu'elle est partie. Donc voilà. Et en juin ensuite, donc là je voulais vraiment voir la recherche. Et donc j'ai fait plein d'unités de recherche, donc vous devez connaître les enseignants, je pense. Mais à ce moment-là, moi je ne les connaissais pas. Donc Madame Marc et Monsieur Boulal, vous les avez toujours. Et ensuite, donc j'ai choisi de faire une semaine dans leur labo et la semaine suivante de faire dans le laboratoire de Monsieur Pierre Fiche. Donc Monsieur Sylvestre de Ferrand n'y est plus parce que c'était un doctorant. Donc il a passé sa thèse, c'est bon, il a eu. Et donc il y a sûrement d'autres personnes qui prennent d'autres orientations pour leur recherche. Donc en L2, j'ai fait 2 stages. Donc le premier, c'est avec Monsieur L, mais je ne crois pas que vous l'ayez. Voilà, donc du coup, voilà, mais c'est de la viro. Alors à ce moment-là, c'était quand ils ont découvert les traitements, donc l'unité était un peu en refondement, on va dire, mais bon, ça a été super intéressant. Et ensuite, donc j'ai dit, je me dis peut-être que mon master, finalement, il va se dérouler à Paris en fait. Donc, est-ce que je suis prête à vivre la vie parisienne? Donc je me suis dit, écoute, va faire ton stage à Paris. Donc j'ai envoyé 50 mails. J'ai eu 5 non et 1 oui.
Donc voilà, mais bon, j'étais super contente. J'ai eu mon stage. Ça s'est vraiment très bien passé. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était pas fait pour moi. Parce que faire des stages de 1 ou 2 semaines, ça n'a rien à voir avec faire un stage d'1 mois. Ça, il faut que vous le sachiez. 1 ou 2 semaines, vous êtes dans l'excitation, tous les jours vous découvrez quelque chose. 1 mois déjà, ça devient un peu plus routinier. Et puis bon, tout simplement aussi, la vie parisienne, ça n'allait pas. Et la pression qu'ont les labos parisiens aussi n'allait pas avec mon envie de quotidien en fait. C'est là où je pense que c'est dur, mais il faut se poser les bonnes questions en fait. C'est quel quotidien vous voulez avoir dans votre futur professionnel. C'est vraiment, je pense, la question fondamentale. Donc voilà, du coup, je suis ressortie, c'était génial, hein, j'ai passé quand même un bon mois à Paris, hein, c'était bien. Hein. Mais qu'est-ce que je vais faire en fait là. Du coup, beaucoup de questions, et puis il y a 2 choses qui sont sorties, c'est soit l'humanitaire, soit la santé publique. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de voir du monde, de voir des gens. Vous ne me connaissez pas, mais j'aime beaucoup parler. Donc ça manque dans un labo. Vous allez souvent travailler tout seul avec vos pipettes. Après, il y a forcément les travaux de groupe, vous allez avoir les réunions, mais c'est quand même assez solitaire. Donc pendant tout l'été, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir les masters, mais ce n'est pas forcément évident. Donc en L3, alors je vais commencer par le choix d'orientation, je suis allée représenter la licence au salon de l'étudiant, à Mégacité, parce que j'étais une des seules qui restait les week-ends là. Donc je m'étais portée volontaire pour y aller. Et en fait, c'est là où j'ai pu parler un peu plus avec Monsieur Tellier que les licences BHTS, ou maintenant c'est Sciences pour la Santé, on ne voit jamais en fait. Et lui, il m'a dit qu'il avait déjà un étudiant qui était allé à Rennes. Donc le HESP, c'est l'école des hautes études en santé publique. Donc il faut savoir que c'est l'école la plus connue de France. Et en fait, c'est de cette école que ressortent tous les directeurs d'hôpitaux. Voilà, c'est pour ça qu'elle est connue. Et il faut savoir aussi que quand les fonctionnaires qui passent des concours, après ils ont une formation, et cette formation, ils la font à Rennes, pour après intégrer leur poste. Il m'a aussi parlé de Bordeaux, donc là où je suis actuellement. Et moi, après, j'ai découvert qu'il y avait aussi une école de santé publique à Nancy. Donc ça, ce sont vraiment que des écoles, donc elles sont spécialisées santé publique. Après, je ne suis pas là que pour faire la pub de l'ISPED. Donc il faut savoir qu'à Rennes, c'est beaucoup axé sciences sociales. Donc après, ça dépend ce que vous attendez. Et Bordeaux, mon école, elle s'est construite sur l'épidémiologie et les biostatistiques. Donc elle est très connue pour ça. Et en ce moment, on recherche beaucoup de biostatisticiens. Donc si vous voulez aller dans ça, je vous conseille de postuler à Bordeaux. Donc j'ai fait mon stage à l'association de dépistage des maladies de la Somme. Donc c'est l'association, c'est une structure de gestion qui gère les cancers organisés, le dépistage des cancers. Donc c'est par exemple eux qui envoient le courrier à vos mamans pour le cancer du sein, ou aussi pour les autres qui sont organisés. Donc c'était aussi très intéressant, notamment avec le professeur Dubreuil, qui était certes un peu âgé, mais qui m'a appris beaucoup de choses, et notamment sur tous les concepts de prévention. Donc voilà, du coup, j'ai postulé aux 3 écoles, mais à d'autres masters, parce qu'il y a des masters santé publique qui ne sont pas dans ces écoles-là. Vous avez souvent des masters santé publique dans toutes les facs. Sauf à Amiens, je crois. Non, parce que les médecins doivent, pour la plupart, font aussi un master. Pour après être professeur universitaire, praticien hospitalier, ils sont obligés d'avoir un master en parallèle. Et vu que ça peut se rapprocher des missions des médecins, il y en a dans pas mal de facs. Après, il y a des spécialités qui sont différentes. C'est ça qu'il faut regarder. Donc je vous ai juste mis quelques définitions, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez tous des notions de santé publique, parce que moi, ce que je regrette en fait ici, c'est qu'on ne nous en parle pas. Donc du coup, je vous en ai mis. Donc il faut savoir que la santé, ce n'est pas vu comme forcément une absence de maladie. Donc c'est défini par l'OMS comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours, mais c'est pour vous mettre un peu dans quel état d'esprit on est, et surtout moi, vu ma spécialité que j'ai cette année en Master 2. Donc il y a plusieurs fonctions essentielles, dont la prévention, la surveillance et le contrôle, donc ça peut être de l'épidémiologie,
La promotion de la santé. Alors, la santé au travail qui est fait ici, dès la licence, c'est ça, et le master. Voilà, protection de l'environnement, enfin voilà. En fait, la santé publique, ce n'est pas que les maladies. C'est vraiment la santé au sens large et tout ce qui est autour. Donc moi, je suis en promotion de la santé, donc je vous ai mis ce que c'était parce que vous dites c'est quoi, elle fait la promo comme les magasins, en fait, rien à voir. Donc du coup, c'est vu comme le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. En fait, on va tout mettre en œuvre pour que la santé soit améliorée. Alors, soit en touchant directement les gens, mais soit on peut aussi avoir des fonctions politiques. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, il y a 5 axes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les politiques. Les milieux favorables. Donc, c'est par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut, ici, de mon temps, on avait très froid dans les amphis. Ah, ça, c'est pas bien pour la santé, par exemple. Ce serait agir pour créer un milieu, mettre le chauffage ou mieux isoler la fac, là, un peu... Voilà, mettre un petit peu de coup de travaux, quoi. Pour que vous soyez mieux, et du coup, vous êtes bien, vous allez mieux réussir vos études. Voilà, c'est un peu cette philosophie-là. Donc, il y a aussi l'action communautaire. On va éviter, en fait, de faire que des choses individuelles. C'est en comparaison avec la prévention que fait votre médecin face à vous. Là, vous êtes médecin, patient, on va dire. Voilà, là, c'est la prévention individuelle. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est un effet de groupe aussi. C'est par exemple travailler sur un quartier ou sur toute une ville. Bon, acquérir des aptitudes individuelles par l'éducation pour la santé et réorienter les services de santé. Parce que forcément, la santé publique, c'est avant la maladie, mais il y a aussi après. Vous pouvez bien sûr tomber malade et avoir des maladies chroniques. Et on va aussi essayer d'agir sur ça. Donc, là, je vais vous présenter mon école. Donc, c'est l'ISPED. Donc, c'est l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement. Donc, c'est à Bordeaux. Donc, en Master 1, le premier semestre, c'est un tronc commun. Et après, suivant ce que vous voulez faire comme M2, le deuxième semestre, vous choisissez vos UE. Alors, l'idée, c'est pas... moi, j'ai eu de super bases en épidémio à Amiens. J'en ai un petit peu pendant mon premier semestre, mais au deuxième semestre, je reprends ça, je vais avoir de bonnes notes. C'est pas du tout ça l'idée, vous vous trompez totalement. On a de super bonnes bases en bio ici, c'est vraiment de super bases. Moi, je n'ai choisi que des UE qui n'avaient pas de bio pour mon deuxième semestre. L'idée, c'est de s'ouvrir, c'est d'avoir une culture G en santé publique. On va vous dire, non, prends pas ça, c'est bon, t'es spécialiste, tu vas t'emmerder en cours, quoi. Franchement, et puis c'est ça. Donc voilà, donc il y a plusieurs parcours, donc il y a 2 plaquettes par parcours devant, donc épidémiologie et biostatistique, qui sont les plus connus de mon école. Système d'information et technologie informatique pour la santé, donc ça c'est l'info, alors c'est pas du tout mon domaine par contre. Management des organisations médicales et médico-sociales, alors ça c'est pour devenir, je vais le mettre, c'est écrit après, mais par exemple directeur d'EHPAD ou de clinique ou voilà. Après, il y a santé internationale, donc c'est plus vers les ONG. Promotion de la santé dans ce que je fais, donc il faut savoir qu'il y a 2 parcours. Développement social, c'est celui dans lequel je suis. Et éducation thérapeutique du patient. Éducation thérapeutique du patient, ce sera surtout des infirmières en fait qui vont venir, qui vont intégrer directement le M2 en ayant fait une VAE pour leur Master 1. Et après, santé, travail et environnement, je ne fais pas concurrence avec ici, c'est un peu la même chose. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez devenir ? Épidémiologiste, biostatisticien. Et après, c'est surtout des chargés de projet. Donc on va beaucoup vous parler de projet, comment mener un projet dans le domaine qui vous intéresse. Donc il y en a un peu dans tout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Voilà. J'ai oublié de vous dire, mais si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc je vais décider de vous présenter les yeux du Master 1 pour vous montrer un peu cette culture G. Vous allez vraiment balayer tout le champ de la santé publique. La santé publique, c'est vraiment interdisciplinaire. Donc voilà, vous allez retrouver beaucoup de choses. Donc il y a de l'économie, il ne faut pas en avoir peur. Nous ici, on n'en a pas du tout fait, mais c'est vraiment hyper intéressant et vous comprenez plein de choses en fait, que vous vous dites, je ne savais pas que ça se passait comme ça. Tout a un processus et c'est vraiment très très intéressant. Vous allez aussi voir l'histoire de comment ça s'est fondé, donc c'est bien aussi. Alors enquête en santé publique, on fait pas mal d'enquêtes en fait.
que ça soit quantitatif ou qualitatif. Donc là, on va vous donner les pistes un peu pour mettre en œuvre ces enquêtes. Et vous allez en faire une. Donc nous, on a fait sur la population étudiante de Bordeaux. Donc c'est vraiment cette mise en pratique qui est aussi intéressante. Alors après, vous avez tout ce qui est épi. Donc c'est toutes les approches quantitatives. Donc l'épidémiologie. Alors, je vous le dis, Madame Chardon a fait un DU dans mon école. Donc le cours que vous allez avoir en L3 en épidémiologie, c'est pratiquement le même cours que celui que vous allez avoir en épidémiologie là. C'est vraiment les bases. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai vraiment pas été perdue. Les stats, c'est un peu plus poussé, ça n'a pas finalement grand chose à voir avec le cours de monsieur Stéphane Blanchard, mais il y a quand même des choses. Hein. Et démographie, on n'en a jamais fait, mais c'est aussi très intéressant. Alors ensuite, vous avez les fondamentaux en santé publique. Donc c'est un peu comment s'est formée la santé publique, dans quelle idée, quelle approche, pourquoi. Mais vous allez aussi avoir d'autres cours justement qui traduisent cette interdisciplinarité, donc l'anglais, forcément, hein, surtout pour ceux qui veulent faire santé internationale, c'est indispensable. Donc la promotion de la santé, donc les premières bases, développement durable, épidémiologie sociale, éthique et santé environnementale. Donc ça balaye un peu tout, c'est vraiment pour vous montrer que c'est interdisciplinaire et que finalement, vous choisissez ensuite un parcours, mais vous pouvez aussi, ça regroupe un peu beaucoup de professionnels. Il ne faut pas vous dire, je suis épidémiologiste, je vais travailler qu'avec des épidémiologistes, pas forcément. Il faut savoir que chaque parcours, après, c'est un processus, quoi. Vous allez vous retrouver, même si vous n'allez pas vous côtoyer tous les jours, mais par exemple, moi, je vais utiliser les données que l'épidémiologiste aura produites, quoi, pour justifier un projet. Donc voilà. Et ensuite, là, il y a les sciences humaines, donc c'est moi ce que je recherchais, parce que la bio c'est bien, mais je savais qu'il me fallait des sciences humaines, ça m'a toujours intéressée. Donc il y a de la socio, de l'anthropo, de la démographie sociale, un peu de psycho et de sciences de l'éducation, mais là c'est vraiment en effleur, quoi, psycho et sciences de l'éducation. Mais sociologie, en fait, ça nous apprend beaucoup, et anthropo sur les comportements des gens, en fait. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous choisissez les UE en fonction de votre M2 pour le second semestre. Et il y a 2 UE obligatoires, vous êtes avec tout le monde, donc c'est un projet tutoré, donc c'est quand même pas mal d'heures, c'est beaucoup de travail personnel. Vous avez un prof référent, vous choisissez un sujet et il faut travailler dessus et après vous avez un oral. Et il y a un stage de 2 mois, voilà, minimum. Donc 2 mois minimum. Pourquoi 2 mois? Parce que 2 mois, vous n'êtes pas payé. C'est au-delà de 44 jours. Non, mais il faut être clair. Hein. C'est pas facile de trouver un stage. Si vous commencez à dire que c'est rémunéré, si vous ne le mettez pas dans votre mail ou quand vous appelez quelqu'un, on va vous demander c'est rémunéré. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas forcément au courant de la loi. La loi, c'est au-delà de 44 jours, vous devez être payé. 2 mois, c'est 40 jours. Voilà pourquoi, c'est tout. Donc, pourquoi mon école, elle n'est pas si mal? Pas mal de profs sont dans le centre INSERM qui est assez reconnu, Bordeaux Population Health. Voilà, c'est beaucoup de profs, donc ils viennent de tout, hein, ils sont anthropologues, en fait c'est un gros centre de recherche et il y a de tout. Tout ce qui est enseigné à l'ISPED, en fait, ils sont dedans. Ils ont chacun leur équipe après. Voilà, il y a éco, il y a anthropo, il y a épidémio, voilà. Il y a aussi une fédération de recherche et il y a des séminaires. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici encore un petit peu, mais c'est tous les 15 jours, donc il y en avait un hier midi, c'était sur l'épigénétique. C'est pendant la pause du midi, donc tout le monde peut y aller généralement, donc c'est de midi à 13h. Et ça balaye un peu tous les domaines qu'il y a dans l'école. Donc voilà. Il y a aussi des colloques internationaux. Donc j'ai mis celui de l'année dernière du 14 mars, donc c'était plus avec mathématiques à moi. C'était comment assurer la santé, la sécurité et la prospérité de la prochaine génération, défis et opportunités, vu le vieillissement de la population et tout ce que ça apporte. Donc il faut savoir que si, par exemple, comme l'a fait Madame Chardon, vous prenez l'axe de la recherche médicale, parce que c'est un peu ce à quoi on nous pousse ici, vous pouvez toujours faire un DU. Il y en a beaucoup. C'est présenté sur une des plaquettes. Il y en a 25. Il y a aussi des écoles d'été, donc ça dure 2 semaines. Il y a aussi de l'enseignement à distance. Vous pouvez faire vos masters, pas tous, mais en enseignement à distance. Je sais que l'année dernière, en M1, il y en avait 10. Par contre, c'est payant. Voilà. Je crois que c'est... je me souviens plus trop ce qu'on m'a dit, mais ça devait être 5 000 € l'année peut-être. Mais c'était tous des professionnels en fait.
déjà, et vous êtes à distance, donc ça vous permet de travailler. Donc il y avait des médecins, en fait, qui travaillaient et qui faisaient à distance le M1, et après pour continuer en M2. Et il y a aussi les MOOC. Donc en fait, là, c'est tout bête, vous vous inscrivez sur Internet, ça a été lancé l'année dernière, et c'est des cours qu'on vous donne sur YouTube, comme ça. Donc voilà, là, c'est pas payant. Et là, c'est sur comment enquêter sur la santé. Alors, le bilan un peu du M1 que moi j'ai pu en faire, c'est que c'est une vraie ouverture. Enfin, faut vraiment, si vous voulez faire de la recherche, là ça va pas passer. Il faut vraiment que vous soyez ouvert si vous allez dans cette école, parce que le M1, surtout le premier semestre, c'est vraiment pour tout mettre en commun. C'est pour que tout le monde ait la même culture de base en fait. Donc si vous vous intéressez pas un minimum, ça va être dur. Il est quand même réputé pas très facile le M1. Je veux pas vous faire peur, hein, mais il y a beaucoup de projets, il faut quand même s'accrocher. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, bon, moi je regrette pas du tout, je suis à fond dans mon truc, donc voilà. Mais il faut y aller en étant quand même motivé et s'intéresser à tout. Si vous vous dites je mets l'éco de côté parce que moi je veux faire épidémio, ça va pas passer. Voilà. Faut quand même, faut vraiment pas mettre une matière de côté. Faut essayer de s'intéresser, et c'est pour vous dire que, bonjour Aurélane, c'est que ça va vous servir après, quoi. Même pour votre culture G, vous allez comprendre plein de choses. Toutes les nouvelles politiques qui sortent, ça va vous servir. Donc voilà, j'ai mis les sciences humaines parce qu'ici on n'en a pas beaucoup. L'éco. Alors moi, vu ma spécialisation à M2, j'ai fait du droit. Et ça ne va pas forcément beaucoup me servir pour mon parcours M2. Mais c'est très très intéressant. Vous comprenez beaucoup de choses, et même pour vous-même en fait. Enfin, c'est tout bête, mais vous allez savoir rechercher un article de loi si un jour vous en avez besoin, mais que ça soit dans tous les domaines. Et il y a aussi un management des organisations et des hommes. Donc ça, il y a eu de la ressource humaine. Donc voilà, si un jour vous dirigez une équipe, ça peut être utile aussi. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travaux de groupe. Alors moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que on évite que ça soit, voilà, comme là, du magistral. Donc c'est quelqu'un qui parle et personne ne dit rien. On évite ça. C'est beaucoup de mise en situation, de travail en petit groupe pendant le cours. Et c'est des professionnels, donc ils ont vécu quelque chose. Donc voilà, ils vont vous transmettre quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vu que la santé publique, c'est interdisciplinaire, forcément, les gens, ils viennent d'horizons très, très différents. Il y a des bios, mais il n'y a pas que ça. Il y a des maths, de la gestion, de la com. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et il y en a qui sont en reconversion, qui sont là en présentiel. Et il y en a qui ont 10 ans d'expérience, qui ont fait 10 ans d'infirmier, qui ont dit, bon, j'arrête, ça ne me plaît plus, je viens. Mais ils apportent vraiment quelque chose. Voilà, Là, cette année, il y en a une dizaine aussi en M1. Moi, de mon année, il y en avait 10 aussi. Donc, mon stage de M1, moi, je l'ai fait à l'Agence régionale de santé. Donc c'était une unité en fait qui venait d'ouvrir au sein de la délégation départementale de Gironde. Donc elle avait juste un an d'existence, la mission prévention et promotion de la santé. Donc c'est pour dire aussi que même au sein des ARS, qui sont quand même une grosse entité de santé publique, prévention, promotion de la santé, ça prend sa place, mais petit à petit, quoi. C'était pas forcément dès le départ ça. Donc voilà, donc c'est très très intéressant. Au sein de l'école, donc je suis trésorière de la junior de l'école. Et je suis représentante des élèves aussi au conseil d'administration de l'école. Alors là, je suis en M2 promotion de la santé. Oui. Oui. Alors en fait, une junior dans l'idée, c'est que tu mettes en pratique tout ce que tu apprends à l'école, mais dans un truc pro. Donc c'est-à-dire que nous, on n'a pas beaucoup de demandes en proms et en moms, mais on fait surtout de l'épidémio et de la biostat. C'est-à-dire que, par exemple, une équipe de recherche, un doctorant vient nous voir, il a des stats à faire, mais bon, il ne sait pas les faire. Bon, mais il faut être clair, ou il n'a pas envie, il n'a pas le temps aussi. Il nous dit, bon, mais moi, j'ai ça à faire. Alors, on est plein de pôles dans mon assos. Il y a le pôle, en fait, études, qui va étudier ce qu'il demande. Et de là, il va dire combien de temps ça va prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un devis. Et après, on recrute un étudiant qui va faire ce travail. Donc, le doctorant va nous payer à nous, et nous, on va payer l'étudiant. Voilà, en gros. Et ça permet de mettre en pratique ce que tu apprends. Donc là, on a pas mal cartonné.
on était off, on a dû refuser beaucoup d'études parce que l'idée c'est pas qu'on mette en péril nos études. C'est bénévole. Nous, on n'est pas payés au sein de l'association. Ceux qui font le travail, oui, mais au sein de l'association, on n'est pas payés. Donc, c'est qu'on prend sur notre temps perso. Comme je disais, nous, on est obligé d'avoir des CA toutes les 2 semaines parce que forcément, quand tu as des études, faut dire où ça en est, combien de temps ça va prendre. Moi, ok, je dois le payer. Quand? Est-ce que j'ai bien toutes les infos? Voilà, c'est des sacrées responsabilités. Donc, du coup, ça prend du temps. Donc voilà, c'est ça l'idée d'une junior, c'est de mettre en pratique ce que vous apprenez à l'école. Donc on recrute des M1 ou des M2, des M1 à la fin de leur M1 plutôt, qui vont travailler sur ces projets-là. Et ça permet vraiment de mettre en pratique, même pour le futur professionnel. Vous êtes payé, vous cotisez pour la retraite quand vous faites ça. C'est un vrai travail, quoi. Donc voilà. Mais si vous faites partie de l'asso, vous ne pouvez pas être étudiant et être payé pour mettre en œuvre les études. Voilà, c'est la différence. Donc, moi, j'ai pris le parcours promotion de la santé. Donc là, je savais que je voulais faire mon stage au sein d'un contrat local de santé. Donc, ça permet un peu de mettre les élus autour de la table au niveau de la question santé. On fait un diagnostic avant. On dit ce qu'il faut améliorer. On fait des fiches actions. On met les partenaires autour de la table. Comment on va améliorer ça? Et après, on fait une évaluation pour voir si vraiment on a apporté quelque chose à ce territoire. Alors moi, je sais que je ne veux pas travailler en ville. Donc j'ai fait des candidatures spontanées dans pas mal de CLS et j'ai 3 contacts positifs et j'avais aussi répondu à une offre de stage. Donc j'ai 4 choix et je dois faire mon choix pour lundi. Donc mon week-end amiénois va être mon week-end de choix. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire où est-ce que je serai, mais après sachez que un proms, ça ouvre pour être dans les assos, donc dans les villes. Il y a vraiment beaucoup de débouchés suivant ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, voilà, moi, ce que je voudrais, en tout cas, c'est que la promotion de la santé, elle soit développée, donc au niveau local, donc plus avec des CLS qui sont ancrés dans des communautés de communes, parce que ça veut dire que c'est rural, vu que moi, je ne veux pas travailler en ville, mais sachez qu'il y a des CLS, je crois qu'il y en a un à Amiens, d'ailleurs, Amiens Métropole, il y en a à Bordeaux Métropole, dans toutes les grandes métropoles, il y en a, mais moi, ce que je recherche, c'est travailler dans une communauté de communes, par exemple, voilà. Donc, en passant par l'éducation pour la santé et les politiques. Moi, c'est vraiment ça mon but, c'est de faire que les élus, en fait, ils prennent conscience que toutes les actions qu'ils vont mener, toutes les décisions qu'ils vont prendre, ça va avoir un impact sur votre santé. Voilà, c'est ça mon but. Alors, l'humanitaire, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, mais bon, je suis un peu vieille dans ma tête aussi, donc j'ai beaucoup envie de me poser. Donc, bon, on verra à la fin, là, en septembre, quand j'aurai passé mon mémoire. Alors, je voulais quand même dire un peu de bien du 2IS. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je suis passée par là. Mais il faut savoir que vous avez, comme je l'ai dit, en bio, des très très bonnes bases pour comprendre tous les problèmes de santé en fait, qu'il y a en ce moment, et celles qui vont arriver aussi. Donc, l'épidémiologie, j'en ai parlé de Madame Chardon. STE, ceux qui vont faire STE, voilà, santé, travail et environnement, ceux qui en font un peu. Vous les avez aussi pour le premier ou le deuxième semestre de master pour ceux qui feront proms ou qui choisiront STE. Et j'ai utilisé le cours de Monsieur Pierre Fiche en management des organisations et des hommes. Donc voilà, comme quoi tout peut vous resservir. Il n'y a vraiment pas de limite. Donc moi, ce que je regrette au sein du 2IS, c'est qu'on ne fait pas beaucoup d'euros et que c'est hyper important, vraiment. Pour vous défendre n'importe où, c'est très 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 important. Et vous allez en faire pas mal à l'ISPED si vous y venez. Qui est pas assez de conférences ici parce que ça apporte toujours quelque chose. Vous voyez sur quoi les gens y travaillent et ça peut être très intéressant et vous allez vous faire des contacts. Et les stages, alors je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui en aient fait avant que le stage soit obligatoire en L3. Donc voilà, c'est une ouverture. Après, il faut le vouloir, c'est du temps. Peut-être que vous travaillez à côté, que vous n'avez pas le temps. C'est un parti pris. Alors, je voulais juste vous donner quelques petits conseils. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu parler avec Monsieur Tellier pour la santé publique, mais sinon, c'est vrai que j'étais un peu perdue pour cette orientation-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de parler, en fait, de beaucoup vous renseigner, que ça soit sur Internet ou auprès de vos professeurs. Ils ont le réseau des anciens étudiants, où ils savent à peu près ce qu'ils sont devenus, peut-être pas tous, mais comme moi, vu que j'étais un peu l'exception qui voulait faire la santé publique,
Mais en fait, Monsieur Tellier connaissait un autre qui avait fait santé publique à Rennes. Donc c'est pour ça qu'il a pu m'en parler. On n'avait vraiment été que les deux au départ. Donc voilà, les exceptions, ils les retiennent en général. Après, il y a toujours les orientations les plus connues de l'école ici, du 2IS, donc vers la recherche, quoi. Mais... Donc voilà, donc essayez de parler peut-être avec vos enseignants, hein, c'est pas que des méchants. Et moi, ce que je vous conseille, et ce qu'on nous a dit là pour notre recherche de stage de M2, c'est d'aller voir les professionnels. Mais même par mail, hein, vous envoyez un mail, vous leur dites, bah, écoutez, moi, votre métier, il m'intéresse, j'aimerais peut-être bien vous rencontrer ou savoir un peu vraiment ce que vous faites, comment est votre quotidien, pour voir un peu. Vous avez un premier contact. Si le courant il passe à peu près et que ça vous intéresse, quand vous avez besoin d'un stage, vous pouvez toujours aller le contacter. Et lui, s'il a apprécié votre échange, s'il ne peut pas vous prendre en stage, parce que ça peut arriver hein, pour plein de raisons, il peut vous dire moi, je vous renvoie vers telle personne. Ça peut être que bénéfique. Alors, il y a une chose qui se développe aussi, c'est de ne pas trop vous enfermer. Alors, il y en a pour qui c'est pas trop possible, mais il faut... que ça soit pour les études, les stages ou l'emploi, la recherche d'emploi, il y a un moment donné, il va falloir vous bouger en fait. Et ça ressort beaucoup, surtout pour trouver le premier emploi. Alors le stage, on peut se débrouiller et voilà. Moi, pour mon stage de L3, franchement, j'ai eu du mal à trouver parce que 2IS, c'est pas renvoyé à la santé publique et vu que je savais que je voulais faire de la santé publique, j'avais par exemple postulé à l'ANPA, je ne sais pas si tout le monde connaît. L'ANPA, c'est l'association de lutte contre l'addictologie. Et vu qu'on ne fait que de la bio, forcément, non, pourquoi ils m'auraient pris, quoi, j'ai pas, voilà. Donc voilà, faut pas hésiter à bouger. Et surtout pour la recherche d'emploi, vraiment, ce qui ressort, c'est que si vous vous cantonnez à une ville surtout, vous allez avoir du mal. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, forcément. Mais voilà. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'ai mis des plaquettes, alors voilà, pour le M1 et pour les différents M2, mais j'ai que 10 plaquettes pour le M1, 2 plaquettes par parcours M2, donc si vous voulez plus de renseignements, où est-ce que je les ai mis, voilà. Soit vous voulez passer, après il y a toujours le site de l'école, donc vous tapez ISPED sur internet, ça sort. Faut pas hésiter, et si vous voulez me contacter, il n'y a pas de cri. Voilà, je pourrais vous répondre. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je suis... Bon, je vous dis carrément CITIS. Bon, peut-être que vous êtes hyper intéressés. Prenez la plaquette, vous en saurez plus que moi parce que l'informatique, c'est pas mon truc. Donc, je m'y suis pas du tout intéressée. Après, si vous voulez être mis en contact avec des étudiants, je peux le faire. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Il y en a qui ont des questions ? C'est bon. Bon, mais merci à tous.